Au moment où Lord Durham arrive dans la colonie, au mois de mai 1838, il est sous l'impression que les tensions résident surtout chez les dirigeants et non pas chez le peuple. Au Bas-Canada, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la clique du château, c'est-à-dire un petit groupe de personnes, francophones et anglophones, qui gravitent autour du gouverneur. Au Canada, c'est le Family Compact, encore un groupe de dirigeants liés par le mariage, le favoritisme et des idées conservatrices. Conservatrice parce qu'on veut conserver ses privilèges. Tous ces gens détestent Durham et ses idées trop progressistes. Durham doit tenir compte que depuis le milieu des années 1830, il y a une crise économique qui ébranle l'Amérique du Nord. Il y a des banques qui doivent fermer, il y en a d'autres qui font faillite. Durant l'hiver 1837, une terrible famine s'est abattue sur le Bas-Canada. Un journal de Montréal, la Minerve, rapporte « Sans le recours d'âmes généreuses, quantité de pauvres étaient condamnés à mourir de faim et de froid. » La société du Bas-Canada au 19e siècle traverse des crises profondes. Une crise agricole, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise de relations ethniques, c'est l'arrivée des Irlandais, etc. Et l'échec de 37-38, l'exil des chefs patriotes, marque, si on veut, une société qui ne trouve plus de solution à son avenir. Dès son retour en Angleterre, Lord Durham commence à rédiger son rapport. Et il change de façon d'analyser les causes du problème. Pour lui, ce n'est plus tant l'opposition entre les dirigeants qu'une opposition très marquée entre les francophones et les anglophones, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Pour lui, les Canadiens français ressemblent beaucoup aux Français d'Ancien Régime, c'est-à-dire aux Français d'avant la Révolution française. Voici une race d'hommes habitués aux travaux incessants d'une agriculture primitive et grossière, habituellement enclins aux réjouissances de la société, unis en communauté rurale, maîtres des portions d'un sol tout entier disponible et suffisant pour pourvoir chaque famille de biens matériels bien au-delà de leurs désirs. Si pour Durham, les Canadiens français ont peu évolué, il n'y en va pas de même pour ses propres compatriotes, sur lesquels il ne tarit pas d'éloges. Les Anglais font preuve d'une telle activité pour la colonisation qu'il serait absurde d'imaginer qu'il pût exister une partie quelconque de ce continent où notre race ne pénétrera pas, et lorsqu'elle aura pénétré, n'y dominera pas. Il devient donc inévitable, selon lui, qu'il y ait un affrontement entre les francophones et les anglophones. Les Français étaient forcés de reconnaître la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais. Ils ne pouvaient pas se cacher leur succès à tout ce qu'ils touchaient, ni leur progrès de chaque jour. Ils regardèrent leurs rivaux avec alarme, avec jalousie, enfin avec haine. Les Anglais le leur rendirent par une morgue qui ressembla à de la phobie. Les Français se plaignirent de l'arrogance et de l'injustice des Anglais. Les Anglais reprochaient aux Français les défauts d'un peuple faible et vaincu, les accusaient de bassesse et de perfidie. Pour Durham, la solution la plus valable, la plus facile et peut-être la plus efficace, c'est l'assimilation des Canadiens français. Il va juger que les Canadiens français sont dignes de devenir de bons Anglais. Ça, les Anglais ne l'avaient jamais offert à d'autres peuples. Je suis sûr qu'il n'a jamais vu l'insulte qu'il faisait. Ça, c'était pas dans sa vision du monde. Pour lui, il apportait une chance, il apportait une culture, il apportait, en gros, l'Empire britannique presque à son meilleur moment. Il avait un amour pour tout ce qui peut être la culture britannique. Et il pensait, il n'y a pas de problème, parce qu'il est en train de mourir en même temps. Il était très malade, mais il voyait ça comme une mission. Le Parlement britannique va adopter une loi qu'on appelle l'Union Act, l'acte d'union, qui va décréter qu'à l'avenir, le Bas et le Haut-Canada seront unis, qu'il n'y aura qu'une seule chambre d'assemblée. Et aussi, en unissant les deux Canada, on va mettre en minorité les Canadiens français. Ah oui, l'acte d'union était construit
pour noyer les francophones, c'était très clair. À long terme, pas avec une solution à l'acadienne, ça sortait de l'idéologie de Durham de noyer la population francophone du Canada et surtout du Bas-Canada, évidemment, dans une mer anglophone. La population du Bas-Canada, on l'a vu, c'était 650 000 habitants, celle du Haut, 450 000. Si on ajoute les anglophones qui vivaient au Québec, à partir du moment où l'Union va entrer en vigueur, les Canadiens français seront minoritaires au sein de ce gouvernement-là. Gouvernement nomade déménageant chaque 4 ans à Kingston, Montréal, Toronto ou Québec. On va décréter que les dettes des deux colonies vont se fusionner. C'est-à-dire que le Haut-Canada avait une dette de 1 200 000 livres, l'unité monétaire de l'époque, alors que le Bas-Canada n'avait qu'une dette que de 96 000 livres. Le Haut-Canada avait développé ses canaux, développé ses communications, investi beaucoup d'argent. Et ce sera en quelque sorte les Canadiens français du Bas-Canada qui vont payer pour le développement du Haut-Canada de l'Ontario. Une nouvelle ville naît au Haut-Canada avec la construction du canal Rideau par le colonel John Bytown. Bytown qui se développe rapidement grâce au commerce du bois. C'est la future ville d'Ottawa. Il y a aussi une autre injustice. C'est que l'article 41 décrète qu'à l'avenir, les documents officiels émanant du gouvernement ne seront qu'en langue anglaise. Toutes les procédures écrites ou imprimées du Conseil législatif et de l'Assemblée législative devront être en anglais seulement. L'acte d'union est la plus sérieuse menace jamais faite à la survie des Canadiens français, à un moment où ils sont affaiblis, découragés, sans chef. Le journaliste Étienne Parent écrit « Les Canadiens français seront conduits à l'assimilation par leur propre intérêt, sans que leur amour-propre en soit trop blessé. » D'autres voudraient bien résister, mais ne savent pas comment. Soudain, une aide providentielle tombe du ciel. Dans la vallée du Saint-Laurent, tous n'accepteront pas les recommandations du rapport de Rame, ni le contenu de l'acte d'union. Les premiers à réagir, ce sont des membres du clergé, entre autres l'évêque de Montréal, Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, le propre cousin de Louis-Joseph Papineau. Les torts de notre peuple sont prodigieusement exagérés et dénaturés dans le rapport affreux de Lord Durham. Tout son but est de nous anglifier, c'est-à-dire de nous décatholiciser. Il est certain que l'Église avait ses propres intérêts. Par exemple, on sait que l'Église a toujours eu tendance à s'aménager une position d'influence dans notre société à cette époque-là, en se faisant en quelque sorte l'arbitre entre le pouvoir anglophone et la population québécoise. Je ne connais aucun clergé au niveau des paroisses, nulle part dans le monde, qui ne pratique plus universellement les vertus chrétiennes. Elle l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'intelligence, parce que effectivement, elle a maintenu ses positions d'influence pendant une période extrêmement longue. Je crois qu'on n'a jamais vraiment diagnostiqué l'état de désarroi où se trouvait la population du Bas-Canada à la fin des années 30, surtout là, après les périodes de dure répression, de Colborne qui brûle les maisons. Là. Les gens étaient vraiment complètement désorientés. Et à ce moment-là, l'Église arrive, Monseigneur Bourgette arrive avec un idéal à proposer. Un idéal de réveil religieux, de conversion, de retour à une pratique religieuse plus intense, parce que la pratique religieuse s'était tombée durant les années 20, durant les années 30. Nous ne pouvons nous dissimuler qu'il y a des plaies profondes à guérir, des abus invétérés à corriger, des scandales déplorables à réprimer. Nous ne pouvons nous cacher que l'indifférence et l'irreligion, l'ivrognerie et les excès de la débauche ont fait parmi vous d'étranges ravages. À partir de ce moment-là, les gens se sentent proposer une nouvelle interprétation de la société. Une interprétation qui va satisfaire, je dirais, les besoins inassouvis qu'ils avaient, qui va leur donner une raison d'être. C'est une interprétation à la fois symbolique, à la fois sociale, elle est très, très chargée, et ça va nourrir ce réveil religieux. Ce qui va favoriser le renouveau religieux au Bas-Canada, c'est que le clergé va pouvoir compter sur de nouvelles communautés religieuses. Il y en a des anciennes qui reviennent, comme les Jésuites, mais il y en a des nouvelles qui vont s'installer ici. Les clercs Saint-Viateur, les Oblates de Marie Immaculée, les Dominicains. La congrégation de Sainte-Croix, les Dames du Sacré-Cœur, les religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de Sainte-Anne. Ces communautés fondent de nombreuses institutions d'enseignement et beaucoup de leurs élèves deviennent eux-mêmes des religieux. Désormais, les effectifs du clergé ne cesseront d'augmenter. En 1851, il y a un prêtre par 1000 habitants. 40 ans plus tard, il y a un prêtre pour 510 habitants.
Voilà que la Société du Bas-Canada, de la province de Québec, se dote de nouveaux modèles avec toute série d'institutions, des confréries religieuses. On fait davantage ses Pâques, on fréquente davantage l'Église, il y a plus de vocations religieuses. Et au bout d'une génération, voilà, c'est fait. Et ce système-là, après ça, entre dans une phase de routinisation. Et c'est ça qui nous a tenus vaille que vaille, jusque vers les années 1930. L'idéologie de la survivance canadienne-française y a trouvé son profit. Et puis, à long terme, on peut dire qu'après tout, il est vrai que la culture canadienne-française a survécu. Au Québec, la religion catholique et le nationalisme canadien-français ont été intimement liés. On finira par croire que la langue est la gardienne de la foi et que la foi est la gardienne de la langue. C'était un phénomène généralisé pour l'ensemble des élites, ce nationalisme-là. Je veux dire, tout le monde était nationaliste parmi les élites du Canada français à cette époque-là. Et le clergé, bien sûr, l'était autant que les autres. À partir du moment où le mouvement nationaliste a commencé à monter, les anglophones ont tourné beaucoup plus à cette époque vers l'Angleterre, vers leurs racines britanniques, vers un unilinguisme qu'ils n'avaient pas avant. Et on voit dans la société victorienne une population anglophone qui commence à construire des institutions pour eux, McGill par exemple. Et il y avait cette contradiction entre les anglophones qui tournent leur dos sur le Québec et le fait qu'ils étaient forcément intégrés au Québec. Et cette schizophrénie a existé évidemment jusqu'à nos jours. Du rapport de Rame, plusieurs ont retenu une petite phrase qui peut apparaître comme une insulte. Ils sont un peuple sans histoire et sans littérature. Durham avait un peu raison. Il ne voulait pas dire que les Canadiens français n'avaient pas d'histoire, qu'ils n'avaient pas de passé valable. Non. Il voulait tout simplement faire remarquer qu'on n'avait pas d'histoire constituée. François-Xavier Garneau va se charger de lui répondre quelques années après, en publiant sa fameuse Histoire du Canada. Défendre l'héritage sacré d'un peuple est une cause grande et sainte. L'Église se charge de la rendre plus sainte encore. Elle censure l'histoire de Garneau, lui reprochant de ne pas faire assez l'éloge du clergé en Nouvelle-France. Sans littérature, c'est un peu vrai, parce que ce n'est qu'en 1837 que paraît un premier roman, L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. C'est vraiment la naissance de la littérature canadienne-française. Bien que conservateur à l'extrême, de Gaspé lui aussi voit son livre censuré par l'Église. Son roman marque le début d'un genre qui dominera la littérature québécoise pendant plus d'un siècle, le roman rural, qui fera l'éloge presque délirant de la vie campagnarde. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'effervescence littéraire qu'on retrouve au Bas-Canada va permettre d'enrichir les bibliothèques. Il y aura un foisonnement de revues, de livres et d'œuvres littéraires. On ne peut pas encore crier au chef-d'œuvre. On peut citer quand même Angéline de Montbrun, de Laure Conan. Première romancière canadienne-française, de son vrai nom, Félicité Anger. Il y a aussi des ouvrages de poésie. Et Louis Fréchette apparaît comme un poète national. On a dit de Louis Fréchette qu'il parlait en alexandrin. L'Académie française couronnera plusieurs de ses recueils de poésie, à la fois romantiques et patriotiques. 40 ans transformant la tribune en créneau, l'homme type chez nous s'appela Papineau. 40 ans il tonna contre la tyrannie, 40 ans de son peuple il fut le bon génie. Papineau revient